bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier webinaire de l'année 2021. Au nom de l'équipe du CAREP Paris, je vous adresse encore nos meilleurs vœux. Pour démarrer cette nouvelle année, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le démographe Youssef Courbage. Youssef a commencé sa carrière comme enseignant et chercheur au Liban, puis il a continué comme expert aux Nations Unies, en Égypte, au Cameroun, en Haïti et au Maroc. Il a été ensuite le directeur de recherche à l'INED à Paris. Et Youssef est également l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur le monde arabe, notamment sur la Palestine, mettant en exergue le rôle de la démographie dans le sort de ce pays. Il a publié en 2020 avec la démographe Hala Naufal l'ouvrage « Les Palestiniens dans le monde » que je montre ici en arabe, sur lequel portera également son intervention aujourd'hui. Mais parler de démographie ne peut se faire évidemment sans évoquer en introduction aussi la question de l'État. Car depuis son origine, la démographie contribue à la construction de l'État et à la représentation de celui-ci. Certains spécialistes vont même jusqu'à dire que la démographie a été dès l'origine une science tournée vers l'action de l'État qui se voulait subordonnée à des fins politiques, suscitant notamment des politiques publiques ciblées, comme par exemple l'encouragement ou des contrôles de naissance, des politiques migratoires ou encore des politiques sociales, pour en nommer que quelques-unes. Dans le cas de la Palestine, parler de démographie est un sujet assez sensible, surtout pour ceux qui nient l'existence d'un État palestinien, car savoir chiffrer et recenser sa population est un outil permettant d'asseoir la souveraineté étatique et de contrôler par là aussi les dynamiques démographiques et sociales. D'ailleurs, le Bureau central palestinien des statistiques a été à plusieurs reprises la cible des forces de défense israéliennes. Dans ce contexte palestinien si particulier, qui compte aussi de nombreux Palestiniens en diaspora, on peut donc légitimement se poser la question comment on obtient des données démographiques fiables. Outre que le Bureau central palestinien des statistiques, qui sont les acteurs qui recensent les Palestiniens? Que nous disent les projections démographiques? Et quels enjeux politiques se cachent derrière les chiffres, Youssef Courbage? Bon, d'abord, meilleurs vœux à tous les auditeurs et laissez-moi commencer par remercier le docteur Azmi Bchara, directeur du Centre arabe pour la recherche et l'étude des politiques de Doha, qui avait à cœur la réalisation de cet ouvrage, coécrit avec la démographe libanaise Hala Naufal, professeure à l'université libanaise. Et laissez-moi aussi remercier Salam Kawakibi, le directeur de ce centre, et ses charmantes collaboratrices Isabelle et Racha, qui m'ont donné un sacré coup de main et qui m'accueillent aujourd'hui au CAREP pour présenter ce livre de 300 pages écrit en arabe et consacré à la démographie des Palestiniens dans le monde. Bien sûr, on ne pouvait pas couvrir les 200 pays de la planète pour parler des Palestiniens, mais nous avons quand même couvert un champ géographique assez large qui va de l'Islande en Europe au Chili en Amérique du Sud, soit 23 pays au total. Les recensements, c'est une pratique ancienne en Palestine. Si vous avez bien lu l'Évangile, vous sauriez que Saint Luc, par exemple, a parlé du recensement de Jésus, de Marie et de Joseph en Judée au 1er siècle, à l'époque romaine. Donc, c'est une pratique ancienne qui a repris un peu de vigueur à l'époque ottomane, dès le XVIe siècle, mais c'était des recensements incomplets, puisqu'on ne recensait que les hommes, les femmes comptaient pour du beurre, et l'objectif était surtout fiscal, tirer le maximum d'impôts de la région administrée par les Ottomans, et évidemment recenser les hommes en âge de porter les armes.
Mais c'était aussi un moyen symbolique pour affirmer la puissance de l'Empire grâce au poids du nombre. Les Ottomans ont été relayés par les Britanniques qui ont réalisé 4 recensements et enquêtes sous le mandat, puis ce furent les Israéliens qui occupèrent la Palestine depuis 1967, avec un petit intermède jordanien jusqu'en 1967. En 1997, après les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne va s'empresser de réaliser des recensements. Le premier en 1997, le second en 2007 et le troisième en 2017 avec une régularité de métronome. Peu de pays ont réussi à faire un recensement tous les 10 ans. C'était, entre autres, mais entre autres seulement, un moyen d'affirmer, sinon la puissance de l'autorité palestinienne, au moins son existence. Et, disons, sa souveraineté sur les lambeaux qui restaient de la Palestine après les annexions israéliennes. Le recensement palestinien a réussi à englober Jérusalem-Est, pourtant annexée par les Israéliens, et la bande de Gaza, malgré sa sécession en 2007. En revanche, il n'y a pas eu de recensement des Palestiniens à l'étranger. C'est une opération délicate et coûteuse sur laquelle je reviendrai. Malgré le fait qu'il y a plus de Palestiniens qui vivent à l'étranger qu'à l'intérieur des territoires palestiniens. Une seule exception, c'est le Bureau des statistiques palestiniennes qui prend les données israéliennes pour donner la population palestinienne en Palestine historique, c'est-à-dire outre l'État de Palestine, les 1,6 million de Palestiniens qui vivent en Israël. Ainsi, la statistique palestinienne est très bien cotée parmi les pays arabes. Il suffit de rappeler que le Liban, par exemple, a un recensement qui est déjà presque centenaire puisqu'il date de 1932. Il suffit de rappeler que beaucoup de pays arabes ont réalisé des recensements à des périodes inégales et incomplets. Ainsi, l'autorité palestinienne se donne les attributs de l'État-nation après que cette statistique est relevée d'étrangers, ottomans, britanniques, israéliens, jordaniens, sans oublier les Romains à l'époque de Jésus-Christ. Pour les Palestiniens et aussi pour les Israéliens, la démographie a une importance stratégique évidente. À un moment où la terre est en train de se dérober sous les pieds des Palestiniens, avec les arrangements israélo-américains, le Deal of the Century et la reconnaissance d'Israël par un nombre croissant de frères arabes de Bahreïn jusqu'au Maroc, c'est un moyen d'affirmer par le poids du nombre et la vigueur de leur démographie. C'est donc un moyen symbolique pour ne pas se laisser invisibiliser. Je passe maintenant au premier PowerPoint, si tu veux bien, Lisa. Alors, je vais commencer par le pays où les Palestiniens sont le plus nombreux, c'est l'État de Palestine. L'État de Palestine actuel a connu une série de catastrophes. Ce n'est pas l'objet de mon propos, et de nombreuses vagues migratoires depuis la fin de l'Empire ottoman et sous le mandat britannique. Heureusement, la population palestinienne n'a pas été annihilée et il y a aujourd'hui plus de 5 millions de citoyens palestiniens en 2020 qui vivent en Palestine, dans l'État sous l'autorité palestinienne.
Ils sont les plus nombreux puisqu'ils représentent 38% des Palestiniens dans le monde. Ainsi, la Palestine regroupe encore le plus grand nombre de Palestiniens, ce qui n'était pas acquis d'avance. Et la vigueur démographique du peuple palestinien a été essentielle. Mais est-ce que c'est toujours une certitude? C'est ce que nous allons essayer de voir rapidement. La démographie palestinienne est compliquée. La diaspora est omniprésente et pas facile à dénombrer. Il y a en plus la complexité des statuts de citoyenneté sur le territoire, en Cisjordanie, à Gaza et essentiellement à Jérusalem-Est, où les Palestiniens sont citoyens palestiniens mais occupés. Donc les questions démographiques ne relèvent pas de l'ordinaire. On ne recense pas la population palestinienne comme on recense la population tunisienne ou algérienne. Et en plus, il ne faut pas oublier que la démographie ne peut pas être dissociée du projet politique israélien. En effet, et là, je voudrais revenir sur quelque chose, c'est qu'on nommait souvent, c'est que la démographie palestinienne a été, jusqu'à un passé récent, tellement vigoureuse parce que la démographie juive en Palestine l'était aussi. Il y a eu un effet miroir à la forte démographie juive en Palestine. Il y a eu une réponse de la démographie palestinienne. En effet, de tout temps, le projet sioniste en Palestine a été hyper populationniste et hyper nataliste. Il était fondé essentiellement sur l'immigration, puisque tous les Juifs du monde étaient censés rentrer sur leur terre d'Israël. Mais plus efficace que la migration juive a été la natalité, faire le plus d'enfants possible. Ce n'était pas uniquement, comme on peut le penser, une obsession des Juifs orthodoxes ou religieux. Cette obsession nataliste a dominé la population entière, l'ensemble de la société. Les Palestiniens se sont donc lancés dans une guerre du nombre, dans une bataille des berceaux, et bien, malgré le fait qu'ils soient très instruits, une des populations arabes les plus instruites, et donc en principe ceux qui sont le moins portés à voir le monde d'enfants, ils ont eu une fécondité jusqu'au passé récent, disons jusqu'à la deuxième intifada, très forte. Donc il y a une compétition voilée, pas tellement voilée, une compétition évidente entre la démographie des Palestiniens et celle des Israéliens. Donc, je disais que ce sont pour les Palestiniens et pour les Juifs en Israël deux anomalies démographiques. Des populations instruites, une population juive israélienne qui a un produit intérieur brut par tête de 43 000 $ par tête d'habitant, ce qui fait envie à beaucoup de pays européens, eh bien, c'est censé être une population où la fécondité est basse. Or, aujourd'hui, la population en Israël, la population juive d'Israël, non seulement a une population de pays en voie de développement, voire de pays sous-développés, de 3,2 enfants par femme, c'est-à-dire 2 fois plus que la moyenne européenne. Pour les Palestiniens, ils ont essayé de rattraper cette suprématie démographique juive
Mais ça a changé depuis la deuxième intifada. En effet, jusqu'à l'époque de Yasser Arafat, que Dieu ait son âme, on pensait encore pour les Palestiniens que la matrice des femmes était une arme biologique. Et Yasser Arafat exhortait les Palestiniennes à avoir 12 enfants, 2 pour elles-mêmes et 10 pour la cause palestinienne. Mais à partir de 2000, les mots d'ordre natalistes ne semblent plus opérer. En effet, le bouclage des territoires avec la deuxième intifada, la difficulté de circulation, la chute du niveau de vie, l'élargissement de la classe moyenne et un niveau d'instruction élevé a poussé les Palestiniens à réduire le nombre de leurs enfants. Mais le plus spectaculaire, c'est que dans les régions de friction les plus menacées par les Israéliens, les Palestiniens ont une fécondité nettement inférieure à celle des Israéliens juifs. Par exemple, à Jérusalem-Est, annexée, les Palestiniens ont 3,2 enfants seulement en 2015, alors que les Israéliens en sont à 5. Les Palestiniens affrontent donc une démographie d'expansion, une démographie de combat, avec des risques politiques majeurs. Il serait intéressant maintenant de voir ce que nous pouvons prévoir pour le futur. Et là, je vais un peu parler des statistiques. En effet, il n'y a pas que le Bureau central palestinien qui fournit des statistiques sur les Palestiniens. Il y a aussi les Nations unies, mais les Nations unies s'alignent beaucoup sur les données palestiniennes en qui ils ont grande confiance. Ce n'est pas le cas du Bureau américain du recensement, le US Bureau of the Census. Le US Bureau of the Census, d'abord, ne reconnaît pas un État de Palestine. Dans ses estimations et prévisions de la population, d'abord, il ne compte pas Jérusalem-Est annexée parmi les territoires palestiniens, mais il le donne gentiment à Israël. De surcroît, le Bureau américain du recensement fait des prévisions et des estimations pour la Cisjordanie et pour Gaza comme 2 entités tout à fait séparées. Il y a le West Bank et le Gaza Strip. Par conséquent, on voit donc que souvent, il faut se méfier des données internationales et qu'il vaut mieux recourir aux données nationales. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer dans le futur? Si on prend ce qu'on appelle le Grand Israël, c'est-à-dire la Palestine historique, dans la Palestine historique, il est évident que les Palestiniens vont devenir plus nombreux que les Juifs. Et en fait, dès 2022, le nombre de Palestiniens aura dépassé le nombre de Juifs. Mais est-ce que ceci a du sens? À mon avis, non, pas du tout. En effet, le Grand Israël, qui a incorporé toute la Palestine, est une chimère, et même les Israéliens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de Gaza. Gaza, ils ne s'en soucient pas. Ils ne convoitent que la Judée-Samarie. Donc, en enlevant la population de Gaza, il est fort possible donc que l'avenir que le futur soit à l'avance de la démographie juive.
Qu'est-ce qui explique, disons un mot, le problème que aujourd'hui la population palestinienne en Cisjordanie, plus à Gaza, est menacée par la démographie des Juifs israéliens? C'est que les colons israéliens, qui sont près de 800 000 aujourd'hui, font plus de 5 enfants par femme, c'est-à-dire beaucoup plus que les Palestiniens de Cisjordanie. Cette fécondité très élevée, ils la doivent à la vision nationaliste et religieuse. Ils la doivent à la mentalité de la frontière. Ils la doivent aussi au fait qu'ils reçoivent des millions, des milliards de shekels qui se déversent sur les colonies, avec des aides au logement, à la santé, à l'éducation, des allègements fiscaux. Et tous les gouvernements israéliens ont tout fait pour accroître la population juive en Cisjordanie. Il y a des projets grandioses, notamment à Jérusalem. Jérusalem est censée devenir une ville essentiellement juive. Et là, on constate aussi que les colons juifs de Jérusalem ont encore plus d'enfants que les colons juifs de Cisjordanie. Et que la bataille des berceaux tourne aujourd'hui à l'avantage des Juifs par rapport aux Palestiniens. Je voudrais dire un mot pour Gaza. Gaza, qui aujourd'hui se détache de l'ensemble palestinien, a des différences importantes avec la Cisjordanie. La première étant sa population de souche gazaoui qui est très minoritaire et où les réfugiés représentent le 3/4 de la population, alors qu'ils ne sont que 33% en Cisjordanie. La deuxième différence essentielle, c'est la densité de population à Gaza qui atteint des records mondiaux. Donc, à Gaza, aujourd'hui, vous avez une densité de population de 3 800 habitants au kilomètre, ce qui est absolument gigantesque. Mais malgré tout, Gaza, qui à un moment donné avait un record mondial de la fécondité, est aujourd'hui en train de connaître une forte densité, une forte transition démographique. La journaliste israélienne Amira Haas rapporte ainsi les propos d'un Gazaoui, père de 2 enfants. Tout ce qui nous concerne est notre subsistance, l'électricité, l'eau, les réseaux d'égouts. Vous finissez par vous demander pourquoi avoir mis des enfants au monde. Ce qui montre que déjà la population gazaoui a intégré la rationalité démographique, si j'ose dire. Je vais passer maintenant à la Jordanie. En Jordanie, il y a 10 millions d'habitants au recensement de 2015. Est-ce que Isa pourrait-vous passer au slide sur la Jordanie? Merci beaucoup. La Jordanie avait 10 millions d'habitants donc en 2015 et officiellement les Palestiniens n'étaient que 634 000, soit 6,6% de la population. Mais la question du nombre des Palestiniens en Jordanie a toujours taraudé les autorités jordaniennes, mais aussi israéliennes
et les organisations internationales, et la question du nombre de Palestiniens en Jordanie a de lourdes implications politiques. D'après les Israéliens, les Palestiniens en Jordanie seraient 60 à 80% de la population. Et la conclusion est facile à prendre, c'est la Jordanie qui est la véritable patrie de rechange des Palestiniens, avec l'intention affichée de prendre leur place en Cisjordanie. Les Palestiniens dans Jordanie sont là depuis longtemps, pas seulement depuis la Nakba de 1948, mais depuis l'instauration, la création du royaume de Transjordanie en 1920, et même avant, sous les Ottomans et sous le mandat britannique. Il faut reconnaître que les Palestiniens de Jordanie n'ont pas de difficultés, n'ont pas de problèmes identitaires majeurs et n'hésitent pas à s'affirmer sous deux appartenances. On est jordanien d'origine palestinienne, on se dit palestino-jordanien, parfois jordano-palestinien. Donc, les données démographiques sont complexes pour ce pays. Un démographe libanais avait estimé la population palestinienne en Jordanie à 46% en 1972 et ça avait déjà déclenché une bataille de nombres puisque tout le monde pensait à l'époque, et essentiellement les Israéliens, que les Palestiniens en Jordanie étaient nettement plus nombreux. Alors, je me suis permis avec Haran Ophal d'essayer d'estimer autant que possible quelle était la vraie population palestinienne de Jordanie, en faisant des calculs démographiques que je vous épargnerai, et en ayant recours à des données démographiques. Nous sommes partis du fait que les Palestiniens vivaient essentiellement dans les grandes villes, Amman, Zarqa surtout, et qu'ils avaient un niveau d'éducation plus élevé que celui des Jordaniens de souche. Et en ayant recours à tous ces calculs complexes, nous avons pu estimer que la population palestinienne n'était pas du tout celle que les Israéliens estiment pour la Jordanie, c'est-à-dire 60 à 80% de Palestiniens selon Arutz Sheva, et qui sont malheureusement repris parfois par des analystes, des politologues très sérieux, comme Luisa Gondolfo, mais qui tendent à accréditer la version israélienne des choses, c'est que 60% des Jordaniens sont en fait des Palestiniens d'origine. Les projections que nous avons réalisées pour la Jordanie montrent que la population jordanienne de souche, comparée à la population transjordanienne, aurait tendance à diminuer dans le futur. Pourquoi? Parce qu'ils ont une moindre fécondité que les Transjordaniens, une mortalité plus élevée en raison de leur vieillissement plus marqué, ce qui induit donc une proportion de Palestiniens en démographie. Par conséquent, il est très important, et ceci a des implications politiques extrêmement importantes, de dire qu'il n'y a pas de crainte de palestinisation de la Jordanie. Elles ne sont pas à l'ordre du jour. En 2050, la proportion de la population palestinienne de Jordanie pourrait même baisser à 40%. Donc, on réfute totalement les allégations de Moshe Arens, l'ancien ministre de la Défense et des Affaires
étrangères israéliens qui dit que les Palestinians constitute a majority of the population in Jordan, but Jordan's King Abdullah may be fighting a losing battle. Here is one demographic wave that may not be reversible. Voici une vague démographique qui ne peut pas être réversible. Il montre ainsi une ignorance appuyée des questions démographiques en mélangeant la science démographique avec l'idéologie et le politique. Je vais passer maintenant au prochain slide. Je ne sais pas s'il y en a, sur les autres pays arabes. Il n'y en a pas. Donc là, je vais parler sans diapo. Les autres pays arabes que nous avons retenus pour les études, c'est d'abord la Syrie. La Syrie qui pose un problème extrêmement particulier pour les Palestiniens. Rappelons d'abord qu'il y avait environ 600 000 Palestiniens en Syrie avant 2011, avant donc la guerre syrienne. Il n'était que 88 000 en 1948. L'exode de 1948, le septembre noir, la guerre du Liban et la destruction des camps palestiniens, ainsi que la guerre du Golfe et les expulsions de Palestiniens de Koweït ont nourri la diaspora palestinienne en Syrie. On peut dire que les Palestiniens avaient des droits en Syrie, et souvent plus de droits que les Palestiniens du Liban. Ils avaient notamment le droit au travail, ce qui leur était pratiquement refusé au Liban, mais n'avaient pas droit à l'accès à la nationalité syrienne. Mais depuis la guerre de Syrie, elle a été dévastatrice. Les Palestiniens ont beaucoup quitté la Syrie à partir de 2014-2015. Beaucoup sont allés dans les pays voisins, mais surtout en Europe. Et c'était souvent un départ sans retour. Quelques réfugiés ont réussi à se réfugier, devinez où? À Gaza. Gaza, territoire surpeuplé, a pu accueillir quand même un petit millier, voire un peu plus, de réfugiés palestiniens de Syrie. Mais le gros des réfugiés palestiniens sont allés via la Turquie, en Europe, dont en Allemagne et dans les pays scandinaves. Les réfugiés internes sont 40% d'après l'ONU en 2016. D'après les projections de la population palestinienne en Syrie, ils auraient dû atteindre le chiffre record de 1,2 million en 2050. Mais ceci relève du délire. En effet, leur fécondité a beaucoup baissé, leur émigration est tellement forte qu'il est ridicule de penser aujourd'hui qu'ils pourraient devenir aussi nombreux que ça. Il y a même peut-être des risques d'extinction de la communauté palestinienne de Syrie. Tournons-nous maintenant vers le Liban. Au Liban, ce n'est pas à vous que je vais le dire parce que vous êtes sûrement plus compétent que moi sur la question, mais l'enjeu démographique au Liban en général et celui des Palestiniens du Liban en particulier est extrêmement politisé. La démographie des Palestiniens est l'une des plus problématiques. Pourquoi? Parce que beaucoup de Palestiniens ne peuvent plus être repérables. Beaucoup de Palestiniens, des catégories aisées, souvent appartenant à la minorité confessionnelle, aux minorités confessionnelles chrétiennes, ont été naturalisés libanais. Ils ont pu ainsi bénéficier des droits politiques et économiques dont sont privés les Palestiniens
non naturalisés. Il est très difficile de donner un ordre de grandeur du nombre de Palestiniens au Liban, mais on peut être sûr que leur poids démographique a beaucoup baissé. En 1948, après l'exode palestinien vers le Liban, ils étaient 10% de la population libanaise. Aujourd'hui, ils sont peut-être moins de 5%. Après 7 décennies de présence palestinienne au Liban, ils sont toujours privés de certains droits, par exemple l'exercice de la médecine, le travail, la sécurité sociale et l'accès à la propriété. Le prétexte est d'empêcher leur tautine, leur relocalisation au Liban et protéger leur droit au retour en Palestine. Mais il y a eu donc beaucoup de changements. Depuis Bachar al-Khouri, le premier président libanais qui manifesta une certaine tolérance envers les Palestiniens, sous Camille Chamoun, il y a eu un bon nombre de naturalisations de Palestiniens. Et en 2005, il y a eu des assouplissements des contraintes pour naturaliser les Palestiniens. Il n'y a pas de recensement au Liban. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, mais je pense que tout le monde le savait parce que ça devient une vérité bien connue, que le dernier recensement libanais remonte à près de 100 ans. À près de 100 ans. De sorte qu'aujourd'hui, les chiffres concernant les Palestiniens au Liban vont de 475 000 selon l'UNRWA à seulement 174 000 selon une enquête faite par l'Université américaine de Beyrouth. Vous voyez donc combien on nage dans le flou pour la naturalisation des Palestiniens du Liban. Je passe maintenant, je ne vais pas pouvoir parler ni de l'Égypte, ni de l'Irak, ni de la péninsule arabique. Ma directrice me demande de passer à l'Europe. L'Europe, c'est très intéressant parce que l'Europe occidentale a beaucoup de Palestiniens. Mais les choses sont très différenciées. Si je prends la France a une longue histoire avec la Palestine, sur laquelle je ne reviendrai pas. Je citerai simplement le titre du dernier ouvrage d'Alain Grèche, qui a intitulé son livre « Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française ». C'est-à-dire que la France est un des pays qui ont été le plus impliqués dans l'histoire palestinienne, mais la France ne reconnaît toujours pas l'État de Palestine. Et aujourd'hui, j'ai interrogé beaucoup de personnes compétentes, notamment beaucoup de Palestiniens vivant en France, des intellectuels brillants, et le nombre de Palestiniens en France varie entre 2000 à 7000, ce qui donc montre que nous sommes dans un flou total sur la démographie palestinienne en France, malgré l'intérêt que la France porte à ce pays. Quel contraste avec l'Allemagne. L'Allemagne accueille aujourd'hui entre 80 à 100 000 Palestiniens. Rien que dans la ville de Berlin, il y en a 40 000. L'Allemagne n'a pas été impliquée directement dans le conflit israélo-palestinien et dans l'exode des réfugiés, mais il y a eu beaucoup de facilités accordées d'abord par l'Allemagne de l'Est, puis par l'Allemagne de l'Ouest pour attirer des Palestiniens, ce qui fait que leur chiffre aujourd'hui est le plus important en Europe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Allemagne,
les données statistiques sur les Palestiniens existent. Et en fait, en prenant les données sur les Palestiniens originaires des territoires palestiniens, les Jordaniens, qui sont à 95% peut-être des Palestiniens, et en Israël, qui comporte peut-être 20 à 30% de citoyens d'origine palestinienne, on trouve des données extrêmement riches sur la population palestinienne d'Allemagne, selon l'âge, le sexe, l'état matrimonial, s'ils sont mariés des Allemands à des Allemands ou à des étrangers, les durées de souche. Mais malheureusement, ces tableaux ne portent que sur les Palestiniens non naturalisés. Le Royaume-Uni, en revanche, a été instrumental, si je peux dire, dans le drame palestinien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais malgré ça, le Royaume-Uni n'attire qu'une poignée absolument faible de Palestiniens. Ce sont surtout des hommes d'affaires. Il y avait à l'origine une poignée de fonctionnaires palestiniens à la BBC, une faiblesse numérique patente et une très mauvaise qualité des données démographiques sur les Palestiniens du Royaume-Uni. Des estimations pifométriques, si j'ose le vocable, donnent entre 25 à 60 000 Palestiniens vivant dans le Royaume-Uni. La surprise nous vient des pays scandinaves. La petite Islande et la grande Suède, qui fait 10 millions d'habitants, sont les seuls pays d'Europe, avec le Portugal, à avoir reconnu l'État de Palestine. Et ils comportent un nombre de Palestiniens relativement significatif par rapport à leur population. C'est aussi le cas du Danemark, de la Norvège, de la Finlande. Ce sont des pays où, bien que les conditions de vie des Palestiniens deviennent de plus en plus difficiles, ils ont quand même réussi à attirer des Palestiniens en nombre non négligeable. Je passe maintenant à l'Amérique. En Amérique, nous avons étudié 2 pays uniquement, bien que nous aurions pu en étudier une trentaine, parce que les Palestiniens sont partout en Amérique, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Nous avons pris d'abord les États-Unis d'Amérique, dont l'influence est dominante pour le sort des Palestiniens, mais où le poids démographique des Palestiniens est négligeable, et le Chili, qui au contraire est peut-être un poids plume démographique, 20 fois moins peuplé que les États-Unis, mais où la diaspora palestinienne est importante. La diaspora palestinienne est importante, elle date de la deuxième moitié du 19e siècle, et les Palestiniens étaient évidemment agrégés avec les Syriens ou étaient considérés comme des Turcs, puisqu'ils venaient de l'Empire ottoman. À l'origine, c'était des gens modestes, des petits commerçants qui s'acheminaient progressivement en une immigration de cerveau après la guerre de 67. Après la guerre de 67, les Palestiniens aux États-Unis regroupaient pas mal d'intellectuels célèbres mondialement, notamment l'intellectuel palestinien Edward Said, américano-palestinien. Évaluer le nombre des Palestiniens aux États-Unis donne le tournis. Entre des chiffres minimalistes, ceux des recensements américains, qui n'en donnent que 102 000 Palestiniens en 2013, et celles des Palestiniens eux-mêmes ou des organisations américano-arabes
ou celle faite par le bureau de Ramallah en Palestine, qui donne 320 000, il y a un abîme. C'est du simple au triple. La difficulté vient du fait qu'il est difficile de remonter à 4 ou 5 générations. Ils proviennent aussi, et ça m'a été dit par une Palestinienne des États-Unis, c'est que beaucoup de Palestiniens ont de la réticence à s'afficher comme Palestiniens aux États-Unis parce qu'ils ressentent que le milieu leur est hostile. Le Chili est aussi représentatif d'une immigration palestine ancienne. L'encyclopédie Wikipédia, qui n'est pas toujours absolument sérieuse, donne des chiffres parfois utopiques. Sur le Chili, par exemple, elle donne des chiffres exagérés pour le Chili de 500 000. J'ai moi-même vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu en Haïti, comme Isabelle l'a rappelé, et j'ai pu constater qu'en Haïti, comment l'ascension économique et la présence politique, c'était à l'époque de Jean-Claude Duvalier, à l'époque donc des tontons macoutes, des immigrés levantins et palestiniens dominaient la place publique sur le plan du commerce et parfois de la politique, puisqu'il y a fait beaucoup de miliciens de tontons macoutes qui étaient d'origine libanaise ou palestinienne. Ce qui donnait l'impression que les Levantins et les Palestiniens, en particulier la famille Mourra notamment, avaient une importance, notamment démographique, beaucoup plus importante que leur poids réel. Pour revenir au Chili, il y a une chercheuse, une politologue chilienne, Cecilia Baeza, qui a écrit une thèse brillante sur les Palestiniens d'Amérique latine et la cause palestinienne, dont le Chili. Et elle est consciente d'une grande difficulté, malgré l'importance des Chiliens au plan économique et politique. Elle hésite un peu sur la démographie et accorde 350 000 Palestiniens au Chili, ce qui est quand même important. Et d'autres chercheurs n'ont aucune précaution du nombre, de l'importance du nombre. Une journaliste, une chercheuse qui a écrit un livre sur un article du Monde sur la petite Palestine du Chili, fournit une échelle tellement large de Palestiniens au Chili qui va de 150 000 à 400 000 qu'elle en perd toute crédibilité. Donner une fourchette au oscillage n'a pas beaucoup de signification. Et Cecilia Baeza a beaucoup étudié les spécificités de la présence palestinienne au Chili. D'abord, son caractère très ancien, puisqu'elle remonte à la guerre de Crimée, figurez-vous, en 1853. Il y a aussi une particularité, c'est la sélectivité confessionnelle chrétienne. En effet, proportionnellement à la population, les chrétiens ont beaucoup émigré parmi les Palestiniens au Chili. Le plus intéressant, c'est la stratégie d'entrepreneurs des Palestiniens au Chili qui, pour échapper à la misère, se retrouvaient entrepreneurs et lançaient leurs propres affaires. Un peu comme les émigrés du Mont-Liban. Il y avait aussi chez eux la volonté de vouloir retourner en Palestine. Et ce qui est assez amusant, c'est que les Palestiniens au Chili ont choisi le Chili plutôt que de pays beaucoup plus peuplés que le Brésil ou l'Argentine, parce que le Brésil et l'Argentine
était déjà conquis par les émigrés syro-libanais. Elle reconnaît donc qu'il y avait déjà une conscience, pas seulement arabe ou levantine, mais qu'il y avait une conscience strictement palestinienne chez les Palestiniens. Il faut aussi signaler, et ça je le prends chez elle, que cette diaspora au Chili a eu une influence politique très importante, notamment dans les votes aux Nations Unies favorables aux Palestiniens, notamment au moment de la partition en 1947, ou même après le coup d'État de Pinochet en 1973. Et Baeza a bien constaté que sur 100 Palestiniens du Chili, seuls 12 se considéraient comme Chiliens seulement, tandis que 88 s'affichaient comme Chilio-Palestiniens ou Palestinio-Chiliens. Nos propres projections des Palestiniens du Chili souffrent de cette grande marge d'incertitude qui est indigne de l'importance de cette symbolique. Je vais donc, puisqu'on me semble, de conclure très rapidement. Je ne serai pas long, je vous le promets. En conclusion, je voulais signaler quelques points qui me paraissent importants, si vous permettez, madame. Le premier, c'est que généralement, et selon tous les politologues, la démographie contribue à la puissance. Mais la réciproque est vraie aussi. La puissance contribue à la démographie. Repensez au cas des États-Unis qui, grâce à une forte immigration, une fécondité aussi beaucoup plus forte que la fécondité européenne, domine aujourd'hui le monde. Deuxième remarque, la population palestinienne est modeste à l'échelle internationale, un peu plus que la taille de la Belgique. La population israélienne, résidente et expatriée également, puisqu'elle ne dépasse pas 10 millions. On est vraiment dans des ordres de grandeur modestes. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop exagérer le poids de la démographie dans les rapports de force et les enjeux de puissance. On est loin de la Chine, de l'Inde et des États-Unis. Ceci étant, les questions démographiques, et je pense l'avoir souligné, sont importantes pour les Palestiniens et pour les Israéliens qui convoitent une partie de la Palestine. Les uns et les autres ont déployé un maximum d'efforts dans ce sens. Une troisième remarque, c'est que la statistique palestinienne aujourd'hui est l'une des meilleures dans les pays arabes. Elle déploie des efforts louables pour diffuser à travers le monde la connaissance de la population palestinienne, démographique, mais pas que démographique. Elle contribue ainsi de manière très importante à sa visibilisation. Ceci se fait en arabe et en anglais, où vous avez des rapports facilement accessibles sur Internet, où vous avez des données d'une richesse extrême sur les Palestiniens. Il aurait été souhaitable, à mon avis, qu'en plus de l'arabe et de l'anglais, ces données soient diffusées également en espagnol et en français, et pour cela en s'appuyant sur le relais des Palestiniens en Amérique latine et en Europe. Une quatrième conclusion, c'est que les Palestiniens ne sont pas uniquement dans les territoires palestiniens. On a vu qu'il y en a en Israël, ils sont nombreux, il y en a autant, sinon plus, ailleurs. Or, un des problèmes, c'est la forte sous-estimation de la diaspora palestinienne, notamment par le PCBS, l'organisme de statistique palestinien. Il ne donne que 738 000 Palestiniens hors des pays arabes en 2020,
alors que certaines sources vont jusqu'à 1,7 million, 2,3 fois plus. La vérité est sans doute entre ces deux chiffres. L'autorité palestinienne ne devrait pas sous-évaluer cette composante importante de sa population et de sa diaspora. Une diaspora plus ancienne, certes, mais aussi assez riche, souvent disposant de moyens importants et de plus en plus influente. Cinquièmement, la situation des Palestiniens dans les pays arabes est dramatique, que ce soit en Syrie, en Irak, au Liban et même dans les pays du Golfe. Et aujourd'hui, on envisage de plus en plus leur réimmigration vers l'Europe, les États-Unis et l'Amérique latine. Donc, il faut accorder à cette diaspora toute l'importance qu'elle mérite. Enfin, dernière conclusion, c'est que l'autorité palestinienne et le PCBS, la SATI, sont conscientes de cette question de la diaspora palestinienne. Et ils s'apprêtent, mais malheureusement, la pandémie du Covid a perturbé tous ces plans, à entreprendre un projet important, celui de recenser la population palestinienne aux États-Unis d'Amérique, en s'inspirant de tentatives précédentes de recenser des diasporas comme la grecque, l'italienne, l'irlandaise, l'arménienne, la juive. Et ceci afin de capter tous les Palestiniens actuels et leurs descendants depuis la cinquième génération. En effet, voici la définition qu'il faut prendre en compte, qui est la définition de l'Organisation internationale des migrations. La diaspora consiste à compter les migrants et les descendants de migrants dont l'identité ou le sentiment d'appartenance ont été façonnés par leur expérience migratoire et leurs origines. Et on voit au Chili, où malgré 5 générations de Palestiniens, beaucoup se réclament encore de leur identité palestinienne. Et merci beaucoup, et en m'excusant d'avoir passé le temps requis. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Youssef, pour cette présentation vraiment très riche. Donc, avant de prendre les questions du public, que j'invite d'ailleurs à poser leurs questions s'ils en ont, soit via le petit onglet Q&A sur Zoom ou pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc, vous pouvez également nous adresser vos questions. J'aimerais juste, avant donc, de prendre les questions du public, revenir sur quelques points de votre présentation et notamment sur un point que vous n'avez pas eu le temps d'aborder, à savoir la présence des Palestiniens dans les pays du Golfe. Compte tenu de la situation politique actuelle et notamment d'un certain rapprochement des Émirats et d'autres États arabes avec Israël, comment voyez-vous cette question-là? Est-ce qu'elle a une influence en fait sur la potentielle évolution démographique des Palestiniens dans ces pays-là ou pas? Merci beaucoup pour avoir rappelé que je n'ai pas réussi, mais c'est un peu de votre faute, de ne pas avoir pu parler des Palestiniens dans les pays du Golfe. Et effectivement, il faudrait signaler beaucoup de choses intéressantes. Ouais, donc, alors, une petite... Alors, il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que la péninsule arabique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et les Émirats, aurait pu être le réceptacle privilégié des réfugiés palestiniens de 48 et de 67. Ça n'a pas été le cas. Les migrations palestiniennes
vers les pays du Golfe et antérieure à 1948. Elle remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et au début, ça a été surtout une démographie, une émigration élitiste, enseignants, professeurs, commerçants, etc. La démographie des Palestiniens dans la région est très imprécise. Vraiment, on s'arrache les cheveux. On se demande comment dans ces pays qui ont des recensements, un état civil presque parfait, des enquêtes, des statistiques administratives extrêmement bien tenues et qui mettent tous les moyens financiers pour améliorer les statistiques, comment se fait-il que dans un pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, les chiffres des Palestiniens varient entre 150 000 et 300 000? C'est ridicule. C'est comme aux États-Unis, c'est un ordre de grandeur. Ça n'a pas de sens d'avoir une fourchette aussi grande. Une deuxième chose importante, c'est que la guerre du Golfe a été catastrophique pour les Palestiniens et les Palestiniens ont été obligés de quitter en masse le Koweït, ce qui a fait baisser leur chiffre au 10e de ce qu'il était avant la guerre du Golfe au Koweït, et par répercussion un peu dans d'autres Émirats où le chiffre des Palestiniens avait baissé. Bon, les Palestiniens se sont certes pas mal enrichis dans les pays du Golfe. Ceci étant, il ne faut pas se faire une image idyllique de leur situation. Les témoignages sur les Palestiniens dans le Golfe sont éloquents. Par exemple, Asma al-Ghoul, qui a écrit avec Salim Nassib un livre très intéressant qui s'intitule « L'insoumise de Gaza » sur son expérience dans un pays du Golfe, décrit l'impossibilité pour une Palestinienne de s'acclimater à la société haute et le fossé culturel entre les nationaux de ces pays et les expatriés palestiniens. La politique de préférence nationale, la saoudianisation ou la koweïtisation, la quasi-impossibilité d'acquérir la nationalité, le sponsoring obligatoire, la quasi-impossibilité de posséder une propriété et l'obligation de quitter le pays à la fin de son contrat font que les Palestiniens des pays du Golfe ont souvent été instabilisés et n'ont pas eu un sentiment d'appartenance à ce pays, contrairement par exemple aux Palestiniens de Suède ou aux Palestiniens du Chili, ou même un peu parfois pour les Palestiniens du Canada ou des États-Unis. Et là, il y a un problème que je me pose. Les démographies des pays de la péninsule arabique sont tellement fragiles. Quand vous pensez que la proportion d'étrangers avoisine parfois 90%, comme aux Émirats arabes unis, et qu'on peut se demander pourquoi les nationalités de ces pays ont été accordées si chichement. Ces pays-là auraient eu intérêt à naturaliser des étrangers, notamment des Palestiniens, et ceci avant de consolider leur poids, un peu comme a fait la Jordanie. Donc, c'est un problème que je me pose. Quel va être le futur après les accords? Je pense qu'une partie des Palestiniens serait tentée de quitter ces pays-là et de se réfugier dans des pays européens où ils pourraient être mieux accueillis. Certains seraient tentés de rentrer en Jordanie, ceux qui ont la nationalité jordanienne. Mais en gros, la démographie des Palestiniens des pays arabes me paraît largement compromise
et les accords avec Israël de pays comme le Bahreïn, comme les Émirats arabes unis, ne risquent pas d'arranger les choses. Merci. Merci beaucoup, Youssef, pour votre réponse. Une autre question que je me pose, qui est peut-être plutôt technique, puisqu'il s'agit de savoir en fait comment on met en place tout simplement un recensement et surtout quel coût cela a. Est-ce que le coût n'est pas aussi un facteur explicatif qui permettrait de mieux comprendre pourquoi peut-être le Bureau central des statistiques palestinien n'arrive pas aujourd'hui à mieux inclure dans ces chiffres le diaspora? Vous avez tout à fait raison. Les recensements, même le recensement du territoire national, c'est-à-dire en l'occurrence la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, est une opération extrêmement coûteuse pour un pays dont les finances ne se portent pas très bien. Il y a l'aide internationale qui contribue à financer une partie des opérations, non seulement de comptage, de recensement de la population, mais aussi d'analyse. J'ai personnellement participé à beaucoup d'analyses qui étaient financées par le Fonds des Nations Unies pour la population, par des pays européens, la France, l'Espagne, l'Italie, je ne sais pas. Beaucoup de pays, donc, sont présents en Palestine et financent de manière très significative les opérations de collecte et d'analyse des données. La grande difficulté, c'est d'analyser, c'est de recenser la diaspora. Et là, les Palestiniens, et dommage qu'il y ait eu cette pandémie, car elle a arrêté pratiquement ce projet, ça aurait été une expérience extrêmement intéressante de pouvoir recenser la diaspora. Les techniques ne sont pas bien établies. On peut utiliser les bottins pour avoir les noms de famille. Et il n'est pas très difficile de retrouver des noms de famille d'origine palestinienne, en sachant que telle personne qui a américanisé son nom est en fait un Palestinien d'origine. Il y a aussi les associations arabo-palestiniennes qui sont souvent efficaces et qui tiennent des registres parfois incomplets. Il y a aussi ce qu'on appelle les opérations en boule de neige, c'est-à-dire on commence par interroger quelques personnes et on dit mais vous n'avez pas des parents, des relations qui seraient aussi comme vous d'origine palestinienne, qui viendraient de Ramallah ou de Bethléem, Bethléem ayant été le grand foyer d'émigration palestinienne vers l'Amérique. Et donc, petit à petit, on parvient à ramasser le maximum de données possibles. Peut-être qu'un recensement serait trop ambitieux. Il faudrait peut-être commencer par une enquête par sondage, en ayant une base de sondage aussi complète que possible, et ensuite en interrogeant un échantillon de, disons, 5-10 000 personnes. Et ce qui serait intéressant, c'est de découvrir que souvent, l'identité d'un pays, l'identité originelle, s'émousse un peu à la deuxième génération, mais revient souvent à la troisième ou à la quatrième génération, parfois très liée aux habitudes alimentaires. Au lieu de manger des hamburgers, ils mangent du hummus betrine ou du keshuk, même des plats qui ont pratiquement disparu du Moyen-Orient. Donc, ce serait intéressant de commencer de manière moins ambitieuse par des enquêtes. Et je pense qu'en plus des États-Unis, le Chili serait particulièrement intéressant de ce point de vue. Sans compter qu'on pourrait
bien analyser les orientations politiques de droite ou de gauche, d'extrême droite ou de gauche, et leur identité palestinienne. Et là, on risque de retrouver quelque chose d'assez intéressant. C'est que de voir que du Parti communiste jusqu'au parti d'extrême droite, il reste une identité palestinienne en dehors de l'appartenance politique au pays lui-même. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, peut-être Oui, que... bien. Très bien. Il y a aussi une question qui nous est parvenue du public. Il y a une dame qui aimerait savoir, ou un monsieur d'ailleurs, qui aimerait savoir si vous pourriez nous donner quelques informations par rapport à la présence des Palestiniens en Turquie. Malheureusement, non. Je ne peux pas vous la donner. J'ai l'impression, mais c'est une impression seulement, que la Turquie a été simplement un couloir pour passer dans d'autres pays d'Europe, notamment au contraire de la Syrie, par exemple, qui accueille 3 à 4 millions de réfugiés syriens. Mais il me semble que les Palestiniens ont pu quitter la Turquie pour se rendre d'abord en Europe de l'Est, puis en Allemagne, puis dans les pays scandinaves. Mais je ne garantis pas la certitude de ce que j'affirme. Je pourrais regarder plus longuement. Mais la question est intéressante parce que ne pas penser à la Turquie, qui est quand même, peut-être pas la Turquie, mais l'Empire ottoman, notre père à tous, ça aurait été intéressant. Eh bien, je me permets de vous poser alors une toute dernière question qui concerne un autre pays dont on n'a pas vraiment parlé, qui est l'Irak, puisqu'en Irak aussi, on a une présence palestinienne non négligeable. Donc, je vous laisse peut-être développer encore quelques points sur ce pays-là. Alors, l'Irak, vous savez que l'Irak a participé à la guerre de 48 avec les autres pays arabes et que contrairement aux pays frontaliers d'Israël, il n'a pas signé les accords d'armistice. Donc, il est toujours théoriquement en état de guerre avec Israël. Les Palestiniens en Irak n'ont jamais été très nombreux, ce qui est quand même un peu paradoxal. Pourquoi? Parce que l'Irak était un pays extrêmement riche grâce au pétrole, parce que l'Irak était sous-peuplé, qu'il avait besoin d'une main-d'œuvre et de personnel qualifié et d'intellectuels, vu sa faiblesse numérique par rapport à ses potentialités. Un peu comme les autres pays du Golfe, un peu comme les pays du Golfe, l'Arabie saoudite. Or, on constate que l'Irak a reçu des Palestiniens au compte-gouttes. Les Palestiniens étaient relativement bien traités en Irak. Ils avaient pas mal de droits. Souvent, ils ont acquis la nationalité irakienne, ce qui n'était pas le cas de la Syrie ou du Liban ou de l'Arabie saoudite. Mais ensuite, il y a un phénomène très important en Irak qui s'est passé, c'est que, à tort ou à raison, les Irakiens, au début des années 2000, avaient été considérés comme des suppôts de Saddam Hussein. Ce qui fait qu'ensuite, quand il y a eu la pendaison de Saddam Hussein et l'installation d'un régime, disons, plutôt chiite, si je peux dire, et avec une présence américaine importante, les Palestiniens ont été pourchassés et certains ont dû s'enfuir par centaines, peut-être même par milliers, se sont souvent retrouvés coincés en Jordanie à la frontière, sans que la Jordanie leur permette l'accès. Donc, une situation assez grave.
Et là, des pays européens et curieusement, et l'Australie et curieusement les États-Unis d'Amérique ont accueilli des réfugiés palestiniens d'Irak. Voilà. Merci beaucoup, Youssef, pour cette dernière réponse. Et je prends cela donc pour le mot de la fin de ce premier webinaire de l'année 2021. Merci encore à vous, Youssef Courbage, d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un webinaire avec Hanan Karimi, qui aura exceptionnellement lieu le jeudi 14 janvier autour de la question de la place de l'islam et des musulmans en France. D'ici là, je vous dis bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci.